Merci Joanna, que vous retrouvez à 9 h pour un nouveau JT complet dans la matinale de France 2 et France Voilà. Info. C'est l'heure des 4 vérités. Maintenant, je vous le disais, Jeff Wittenberg reçoit ce matin le président du Conseil européen, Charles Michel. Bonjour Jeff. Bonjour Samuel, effectivement avec nous Charles Michel dont la parole est rare en ces temps troublés. Bonjour Monsieur le Président, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. À la tête du Conseil européen, vous avez convoqué un nouveau sommet des dirigeants qui doit se tenir en visioconférence, bien sûr, ce jeudi 23 avril. On va y parler du plan de relance, bien sûr, mais d'abord du déconfinement. Et le moins qu'on puisse dire, Monsieur Michel, c'est qu'il se fait en ordre dispersé. Il a par exemple déjà commencé au Danemark ou en Autriche, où les écoles ont ouvert. Les écoles vont en faire de même en Allemagne dans quelques jours, en France le 11 mai, et en Espagne et en Italie, on n'a aucune date. Comment on fait pour ordonner la politique européenne dans une telle diversité ? D'abord, je veux indiquer qu'il n'y a pas de choix. La seule option possible, c'est la coopération et la coordination maximale entre les différents États européens. C'est une crise qui nous frappe tous, et ça veut dire que pour en sortir, on doit être solidaires, mobilisés ensemble. Et sur le déconfinement, sur les mesures pour progressivement ouvrir à nouveau notre capacité de déplacement, notre capacité de développement économique, nous travaillons afin de coordonner au maximum les mesures. Il est certain qu'il n'y aura pas des mesures identiques prises en même temps dans tous les pays européens, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une approche qui soit similaire. Mais une approche similaire oui, suppose... Pardon, excusez-moi, c'est la liaison vidéo, mais est-ce que ce n'est pas regrettable, Monsieur le Président Charles Michel, c'est-à-dire que chacun pour soi, finalement, l'Europe ne peut donner que des recommandations, et elle montre en cette circonstance un petit peu son impuissance, si j'ose dire. C'est la réalité européenne aujourd'hui. Ce sont les États membres qui sont compétents en matière de santé, et les compétences de l'Europe en termes de gestion de crise sont limitées. Il y aura des leçons à tirer, et nous tirerons ces leçons après la crise. Aujourd'hui, je suis moins pessimiste que vous sur la capacité à prendre des mesures qui s'inscrivent dans une approche qui est similaire. On voit bien que partout dans les pays européens, nous réfléchissons et nous travaillons ensemble pour voir effectivement, vous avez soulevé les questions, comment progressivement on permet que les commerces puissent être réouverts, comment progressivement et avec quelle garantie de sécurité sanitaire on permet que des écoles puissent être réouvertes. Ce qui va être important, c'est effectivement dans les semaines et dans les mois qui viennent, d'avoir une approche qui soit similaire, pas identique, parce que le virus n'a pas frappé de la même manière au même moment tous les pays européens. Il y a des situations qui sont différenciées. Et par exemple, prenez la situation des frontières intra-européennes, il va être important de continuer les concertations pour prendre là des décisions en même temps. Mais très concrètement, Monsieur Michel, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de compétitivité, voire de concurrence déloyale? On pense à un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui dispose déjà d'une industrie puissante, qui va avoir les moyens de commencer son déconfinement avant d'autres pays. Est-ce que vous avez les moyens de mettre des garde-fous pour que certains pays ne soient pas avantagés? L'économie européenne est terriblement interconnectée grâce au marché intérieur qui fait de l'Europe une des régions les plus puissantes dans le monde sur le terrain économique. Et donc il y a effectivement un enjeu, c'est l'enjeu de la relance économique, de la transformation, et ça va supposer beaucoup de solidarité sur le plan européen. Alors, on mesure bien que la solidarité donne à des interprétations parfois variables dans les différents pays européens, mais le point que vous mentionnez est effectivement un point de préoccupation essentiel pour nous, pour moi personnellement. Comment garantit-on d'une part que l'on peut faire en sorte que les entreprises européennes, dans tous les États membres, puissent résister le plus possible à cette crise qui nous frappe, comment on peut protéger le plus possible les emplois, protéger les citoyens européens et la cohésion sociale. Et pour cela, il faut effectivement qu'on donne la capacité à tous les États européens, aussi à ceux qui étaient plus faibles financièrement ou économiquement avant la crise, d'être en mesure non seulement de résister à cette crise, mais surtout en pic de pouvoir relever la tête et se déployer, notamment au travers, par exemple, de l'investissement dans l'agenda digital, de l'investissement dans le potentiel offert par cette ambition de reculer la monnaie, par exemple. Vous dites, Charles Michel, résister à la crise, on va en parler justement, puisque les ministres de l'Union européenne ont décidé en urgence une série de mesures pour un montant de 540 milliards d'euros, mais rien n'est réglé, puisque notamment ce jeudi, lors de cette visioconférence, de ce sommet européen, vous allez évoquer concrètement le plan de relance. Et on sait que là, il y a une fracture profonde entre certains pays comme l'Italie, qui voudrait que l'Europe emprunte de façon mutualisée, ce qu'on appelle les Corona Bonds ou les Eurobonds, et puis d'autres pays, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui disent pas question d'employer cette solution parce que nous empruntons déjà à taux très bas et pas question d'être tirés vers le bas par des pays comme l'Italie. Quelle est votre position en tant que président du Conseil européen?
d'abord, je voudrais nuancer votre propos. Beaucoup de décisions très fortes ont déjà été prises. Par exemple, la suspension des traités budgétaires européens qui donne la capacité aux États d'agir directement sans aucune contrainte budgétaire. Par exemple, la suspension des règles sur les aides d'État qui nous permettent de soutenir les entreprises directement. Par exemple, le mécanisme européen a été décidé par les finances qui va permettre aux États de soutenir les personnes qui malheureusement sont au chômage du fait de cette crise. Mais ça n'est pas suffisant, vous avez raison, on va devoir prendre des décisions plus fortes encore. Donc il y a deux questions qui sont posées. Quel est le volume financier dont on a besoin sur le plan européen, en plus de ce que les États membres vont pouvoir faire pour investir afin de résister, et d'autre part, comment fait-on Ces sujets-là, je constate ces derniers jours qu'il y a une prise de conscience très similaire des leaders européens pour considérer qu'on va devoir investir de manière ambitieuse. Moi, j'ai appelé de mes voeux un investissement de type plan Marshall qui veut bien montrer l'ambition en termes de volume. Et puis, comment garantit-on qu'il y aura des capacités de flux financiers afin de garantir la solidarité? Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance objective entre les États européens. Les États qui sont un peu plus forts économiquement que d'autres sont très dépendants de la force du marché intérieur. Ils n'ont pas intérêt à ce que d'autres États qui sont plus fragiles économiquement. Donc c'est un appel que vous leur lancez, Jean-Michel? C'est un appel que vous leur lancez à ces États-là? C'est ce que je dis aux 27 États membres, la force du marché intérieur, l'interconnexion entre nos entreprises. Les entreprises qui sont fortes dans les différents États membres, elles ont besoin que les 27 États membres se portent bien sur le plan économique et sur le plan financier. Parce que nos économies européennes sont très ouvertes les unes sur les autres. Et puis, Jeff Wittenberg, il y a un autre enjeu. Le monde autour de l'Europe ne va pas nous attendre. Les États-Unis, le Japon, la Chine vont aussi avoir des ambitions de relance économique. Ils vont probablement injecter dans leur économie, dans les prochains mois, les prochaines années, des montants très substantiels. Il ne faudrait pas non plus que l'Europe soit victime deux fois. Une première fois à cause de divisions internes et une deuxième fois parce que ces divisions internes, Monsieur Michel, elles sont toujours là. En Italie, le sentiment anti-européen n'a jamais été aussi fort. 55% des Italiens, c'est un chiffre jamais atteint, seraient prêts à quitter l'Union parce que justement, ils considèrent que les institutions, sous la pression de l'Allemagne notamment, font preuve d'égoïsme et ne souhaitent pas aider les pays les plus pauvres, entre guillemets, comme ceux du Sud, comme l'Italie. Que leur répondez-vous à ces eurosceptiques? C'est un défi et nous avons le devoir de faire la démonstration de cette valeur ajoutée européenne. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis les dernières semaines. Nous allons continuer à faire. Vous savez, moi qui suis un pro-européen très convaincu, je suis évidemment triste de voir que l'Italie, grand pays européen, pays fondateur, soit maintenant confronté à cette impression d'avoir été abandonné par l'Union européenne. Et ça veut dire qu'on va devoir redoubler d'efforts, tous les États membres, l'ensemble des institutions démocratiques européennes, pour montrer que la démocratie européenne a la capacité, le ressort, la volonté de faire en sorte, en prenant les bonnes décisions, que même si ce que l'on vit est difficile, tragique, et je pense évidemment aux familles directement touchées par cette crise, aux restrictions de liberté les plus élémentaires, on voit l'impact très fort que cela dans nos relations quotidiennes, dans nos relations personnelles, on doit faire la démonstration qu'on peut sortir plus fort en prenant les bonnes décisions. Plus fort qu'on l'a été jusqu'à présent, est-ce que l'Europe a été à la hauteur? Est-ce que cela donne des arguments, ce qui se passe aujourd'hui aux forces politiques, notamment, qui combattent l'idée européenne? Est-ce que les partis des extrêmes, notamment, ne risquent pas de tirer les fruits de cette crise? Les extrêmes tentent systématiquement de tirer parti de toute situation. Moi, ce qui me mobilise, c'est le projet positif. C'est faire en sorte que, malgré cette crise, c'est une crise exceptionnelle par son ampleur, par son caractère, par ses spécificités, par toute l'imprévisibilité qu'elle amène également, malgré cette crise, nous devons avoir la capacité de rebondir plus haut comme Union européenne. Et c'est du reste l'histoire de l'Union européenne. Chaque moment de crise a été un moment difficile, mais bien souvent le moment de la crise a été aussi une occasion pour faire des pas en avant qui peut-être auraient été plus difficiles sans la crise. Mais vraiment me projeter dans l'avenir. Avant cette crise, nous avions un agenda très ambitieux sur le plan digital et sur le plan du changement climatique. Et moi, je suis convaincu que cet agenda digital européen, cet agenda pour le Green Deal européen, plus que jamais, vont être des leviers pour rassembler les Européens autour d'un projet commun et rassembler les Européens aussi autour d'un projet qui devra être tourné. C'est l'avenir, Charles Michel. Pour le présent, vous en parliez tout à l'heure, les frontières, est-ce que les contrôles qui ont été rétablis aux frontières entre les pays membres de l'Union doivent être supprimés avec le confinement? Ou alors il faut qu'ils demeurent encore quelques semaines? Les contacts pour
pour l'instant sont permanents entre chefs d'État et de gouvernement pour tenter effectivement de voir de quelle manière progressivement, au fur et à mesure que l'on tente de faire reculer l'ampleur de ce virus, on peut réactiver du développement économique et réactiver des capacités de circulation. Mais ça va se faire de la manière la plus concertée possible, la plus coordonnée possible avec les États membres. C'était ces derniers jours en contact personnel. Il faut que ça aille vite pour qu'on comprenne bien. Vous souhaitez que ça aille vite? Moi, je ne veux pas brusquer les choses parce que la priorité, c'est la santé. La priorité, c'est la santé de nos citoyens. Et c'est le signal que l'Europe a envoyé, qui est un signal de respect de la dignité personnelle. Il est naturel que l'Europe envoie ce signal. Mais dans le même temps, on va devoir aussi veiller à redémarrer la capacité économique. Il va falloir le faire de façon prudente, de façon progressive, en évaluant en permanence quelle est la situation. Vous savez ce qu'a dit le Premier ministre français hier aux Français, justement, il leur a conseillé de ne pas partir en vacances à l'étranger cet été. Vous en faites autant pour les citoyens européens, entre pays? Je crois qu'il est très important, comme le ministre français l'a fait hier, pour les chefs d'État et de gouvernement, de faire preuve de pédagogie, d'expliquer les choses, de dire aussi avec humilité qu'il y a des choses aujourd'hui que l'on sait et des choses aujourd'hui que l'on ne sait pas, pour lesquelles on a besoin encore plus de temps, afin d'avoir des analyses, des données qui nous permettent de prendre des décisions. Et sur la question effectivement des frontières, des déplacements à l'intérieur des pays comme à l'intérieur de l'Union européenne, eh bien on voit bien qu'on a besoin encore des prochains jours, des prochaines semaines pour continuer à coordonner, pour continuer à travailler, pour avoir le plus de convergence possible, le plus de bon sens possible aussi dans la relation entre les pays européens. Il est certain qu'on voit bien que les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons continuer à être affectés dans nos manières de nous déplacer, dans nos manières de travailler, et on ne sait pas encore avec une certitude absolue pendant combien de temps et à quel rythme on pourra retourner vers une situation qui est plus classique. Dernière question, Charles Michel. Cette crise a montré, on le sait, la grande dépendance des pays européens à l'égard de la Chine, en particulier sur les matériels, sur les médicaments, sur les masques. On parle beaucoup du monde d'après, on essaye d'en esquisser les contours, mais pour l'Europe, ça doit être un changement radical de paradigme sur la réindustrialisation notamment. C'est certain, c'est que des défis qui étaient déjà présents avant le coronavirus sont présents davantage encore après cette crise. Et lorsque, par exemple, le président français, depuis longtemps, appelle à l'autonomie stratégique pour l'Union européenne, c'est bien de cela dont il s'agit. Comment peut-on faire en sorte que, comme Européens, nous puissions ensemble prendre davantage notre destin? C'est ce que quoi cette crise a montré. Vous savez, parler d'un échec pour la plus grande démocratie dans le monde, l'Union européenne, parler d'un échec qui garantit les droits et les libertés, parler d'un échec pour la plus grande ou une des plus grandes puissances économiques dans le monde, c'est à mon avis un peu excessif. Par contre, il y a un défi, il y a un challenge qu'on doit faire mieux. Et c'est sur quoi, par exemple, Thierry Breton travaillait déjà avant le coronavirus, quand il essaie de travailler, par exemple, sur des stratégies industrielles, au départ desquelles les PME européennes peuvent se greffer, en travaillant sur les écosystèmes européens. Ces sujets-là sont plus que jamais d'actualité dans le cadre d'une stratégie que j'appelle de transformation du modèle économique et de relance économique et sociale. Eh bien, on le verra dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup, Charles Michel, président du Conseil européen, d'avoir été notre invité ce matin. Samuel Etienne, c'est à vous. Très bonne journée. Voilà, c'était M. Charles Michel.